Monsieur Daniel Mwananteba, premier secrétaire national du Parti socialiste allié de l'UNC, et notre deuxième invité, bienvenue. Vous étiez victime des embouteillages. Un mot sur ça? Ben oui, j'ai quitté la maison à ma campagne à 16h-5 et il est 19h40, je viens à peine d'arriver. Donc c'est un problème quand même assez sérieux. Et je constate que à chaque nœud d'embouteillage, il n'y a aucun roulage. Il n'y a aucun roulage. C'est à se poser la question de savoir ce qui se passe. On est victime des embouteillages. Des pistes de solution? D'abord, les méfaits des embouteillages, il faut le savoir, parce qu'on a l'impression qu'on se plaint juste embouteillage. Mais des embouteillages de cet acabit réduisent même l'activité économique. Vous vous rendez compte qu'actuellement, je pense qu'au niveau de Kinshasa, ce sont des millions de dollars perdus chaque jour du fait des embouteillages, parce qu'il n'y a pas de productivité. Donc c'est un problème social, oui, mais c'est surtout un problème économique d'abord. Des pistes de solutions. La première piste, je ne m'en prends pas à l'État, je m'en prends d'abord aux conducteurs eux-mêmes, ce qu'on appelle les chauffeurs. On se rend compte qu'à Kin, il y a plus de chauffards que de chauffeurs. Il y a un incivisme au niveau des utilisateurs de la route. Mais ça n'exempte pas l'État de ses responsabilités. Il y a un problème d'organisation. Ces bandes inverses-là, les sens uniques alternés, je crois que ça a montré des limites. Et quand on est responsable politique, quand on est homme d'État, on gère la chose publique, il faut avoir le courage de se remettre parfois en question. Et là, je crois qu'on a atteint des sommets. Le problème avec tout ça, c'est que vous vous rendez compte que les Kinois, au niveau mental, ça a un impact aussi. Oui, tout à fait. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Vous vous rendez compte qu'un papa qui quitte son travail, qui souffre déjà, il doit sortir de chez lui à 5 heures pour arriver à 7h30 ou 8h au travail, c'est déjà un stress. Mais imaginez, il quitte le travail à 16h30 et il arrive chez lui à 21h. Ce stress-là entraîne même la destruction du tissu familial. Parce qu'il y a la nervosité, il y a la tension. Mais c'est quand même, c'est vraiment grave. C'est très grave. On va revenir à la thématique. Alors, plusieurs ministres du gouvernement souminois sont sur des chaises éjectables. Monsieur Mwananteba. Alors, d'abord, personnellement, comment avez-vous jugé le travail de ce premier gouvernement du second mandat du chef de l'État? Eh bien, d'abord, vous venez de m'informer que plusieurs ministres sont sur des sièges éjectables. Parce qu'ils n'ont pas travaillé? Je dis, je ne savais pas qu'ils étaient sur des sièges éjectables, mais dans certains cas, j'ai eu à constater effectivement qu'il y avait des lacunes. Bon, je ne vais pas citer des noms ici. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont censés bénéficier... Non, j'ai pas peur. Dans ma vie, j'ai peur de deux choses. Dieu et la faim. Là, j'ai peur d'avoir faim toute ma vie et j'ai peur de Dieu. Pour le reste, je respecte tout le monde et je demande juste à ce que le respect soit réciproque. Mais pour ceux qui sont des ministres, je n'ai même pas les citer. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, on dit parfois, oui, mais les gens, ils jugent l'action du gouvernement, ils ne savent pas ce qu'être ministre, ils ne connaissent pas la difficulté. Je n'ai jamais été ministre, mais j'ai eu à travailler dans un cabinet ministériel pour savoir exactement, effectivement, ce que c'est que le travail d'un ministre au niveau administratif et en termes d'assignation. In fine, c'est la population qui est censée bénéficier de l'action du gouvernement. Lorsqu'on parle du social, ce social, il touche les populations. Ce sont les populations qui doivent se rendre compte que le social a changé. Lorsqu'on parle de la fluidité dans le domaine du transport, c'est la population le plus souvent, mais là, il y a même des autorités qui se retrouvent même bloquées dans les embouteillages, mais avec des gyrophares et les cortèges qui roulent parfois à sens unique, qui font un peu n'importe quoi. Bon, ils ne ressentent pas ça comme la population. Donc, en fin de compte, la population est-elle satisfaite? Depuis la mise en place... La réponse est connue. Hein. Ah, vous la connaissez? Il ne fallait pas me poser la question alors. Je vous pose la question. Je vous réponds quand même. Vous faites partie de cette population? Je fais partie de cette population, jusque-là. Pas jusque-là, je reste congolais, je fais partie de cette population. Et je crois que le gouvernement souminois n'a pas failli en toute chose.
faut être honnête. C'est une dame que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, mais parfois j'ai l'impression que, vous savez, cette nouveauté hein, qui consiste à avoir une femme première ministre, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes au sein du gouvernement, et des femmes aussi peut-être, pas peut-être sûrement, n'arrivent pas à faire abstraction de son sexe pour se focaliser sur la fonction. Il y a un méli-mélo dans la tête de certains ministres et vous voyez parfois ça part dans tous les sens. J'étais vraiment déçu de constater l'arrêté du ministre du Travail. Qui a réajusté le SMIC à partir de sa chambre à coucher. Il a eu une idée. Et il arrive au bureau, il signe un arrêté. Sauf qu'il n'a pas respecté les préceptes. Mais moi, tout ça, je pense que c'est d'abord un manque de respect envers la première ministre. Parce que Qu'il a recadré. Qu'il a recadré, effectivement, mais on n'aurait pas dû en arriver là. Parce que là, maintenant, il a étalé ses insuffisances sur la place publique. Et c'est ça qui nuit aussi à l'image de ce gouvernement. J'avais fait une émission sur une chaîne concurrente et j'avais eu à dire, il y a quelques mois déjà, plus de 5-6 mois, que les ministres doivent se focaliser vraiment sur le travail. Actuellement, on est plus dans le folklore que dans le travail, dans certains ministères. Donc vous pensez que ce remaniement est opportun? C'est le chef de l'État qui doit juger si c'est opportun ou jugera ou pas. De l'opportunité ou pas. Mais à mon sens, si le remaniement ne devait ne pas arriver, je considérais qu'on a trouvé en interne un palliatif à toute cette situation. Parce qu'il l'avait déjà dit l'année passée, il avait annoncé pour le début de l'année 2025, c'est qu'il a constaté plusieurs couacs. Il a constaté plusieurs couacs, c'est ce que je dis. Si ce remaniement devait ne pas se faire, ben, je me dirais qu'on a peut-être trouvé des ajustements en interne. Je me demande lesquels, mais ce serait le cas. Mais si le remaniement devait arriver, croyez-moi, je serais un des premiers à applaudir. Alors, pour vous, que devraient être les priorités du gouvernement souminois 2, si elle reste bien sûr à la tête du gouvernement? Ben, déjà, il y a les 6 piliers que le chef de l'État avait déclinés il y a une année, lors de sa prestation de serment. Et ces 6 piliers sont toujours d'actualité. Mais je voudrais quand même lever une petite équivoque par rapport à deux discours du chef de l'État qu'il a tenus pendant des meetings à l'intérieur du pays, où il a dit que ce n'est pas le gouvernement qui va créer ou donner de l'emploi aux Congolais. Et c'est parti dans tous les sens. Des gens là, il se contredit. Il avait dit, on va se focaliser sur la création d'emplois. Là, il commence à dire que ce n'est pas le gouvernement. Mais non, il ne se contredit pas. Au contraire, il confirme juste ce qu'il avait dit, à travers une autre partie du discours que les gens n'ont pas retenu. Il a dit effectivement que ce n'est pas le gouvernement qui va créer les emplois. Et dans tous les pays du monde, ce n'est pas l'État. Bien que l'État est très souvent le premier employeur, mais ce n'est pas l'emploi. Ce n'est pas le gouvernement qui crée des emplois. C'est le secteur privé. Et quand il dit qu'il n'a pas d'emploi à donner, il ne créera pas d'emploi, il ne se trompe pas. Il dit vrai. Mais quand vous regardez dans la suite de son discours, que dit-il? Nous allons booster le secteur privé. Nous allons aider les Congolais à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a le FOGEC qui est là pour financer certains projets des Congolais. On n'en parle pas suffisamment. Quoique l'impact du FOGEC, on ne le ressent pas parce que là aussi, il y a trop de clanisme, il y a trop d'esprit familial. On finance nos proches, les amis, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on ne sent pas vraiment l'effet. Mais ce sont toutes ces choses-là. Dès le moment où, au travers de l'ARSP, au travers du FOGEC et de toutes ces structures, on parvient à booster l'entrepreneuriat. Booster l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, ça passe par la création d'entreprises, petites, moyennes ou grandes. Mais dès qu'il y a création de petites, moyennes ou grandes entreprises, automatiquement, il y a création d'emplois. Donc, quand le président dit qu'il va booster le secteur privé en permettant la création d'entreprises et en permettant l'entrée en lice d'investisseurs ou de promoteurs, mais par là, il vous dit, on va booster le secteur privé.
On va aider les gens à créer des entreprises et ce sont ces entreprises qui créeront de l'emploi, pas le chef de l'État. Donc il ne s'est pas contredit, c'était juste une précision que je voulais apporter. Au-delà de cela, il n'y a pas d'ajustement à faire par rapport aux 6 piliers. Il y a des ajustements à faire par rapport à l'action du gouvernement. Nous sommes encore et toujours en guerre. Oui, parmi les 6 piliers, il y a la sécurité. Il y a la sécurité, oui, mais le problème aussi, c'est que la population doit comprendre, quand on parle de sécurité, à quel degré? Dans un pays normal, dans les autres pays, quand on parle de sécurité, on voit la sécurité des populations à l'intérieur du pays. On lutte contre la criminalité urbaine, on lutte contre les vols à main armée, on lutte contre les escroqueries, les ceci, cela. Mais là, nous sommes en guerre. Et quand le chef de l'État dit la sécurité, c'est la priorité des priorités. Mais à l'allure où vont les choses, malgré le comportement de nos FARDC, qui ont eu à démontrer quand même de quoi ils sont capables, mais je crois qu'il y a un renfort au niveau de l'ennemi, de pays extérieurs qui jettent toutes leurs forces sur la RDC dans la bataille contre les institutions de la République et contre la République. Le petit là, le monsieur là, Paul Kagame, a tenu un discours qui est passé inaperçu. Mais dans son discours, il dit que pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Oui, il a parlé en anglais. Oui, mais il a dit que cette guerre, c'est une question de vie ou de mort. En quoi retirer ses troupes et laisser la RDC en paix serait une question de vie ou de mort? Quand on entend ça, on comprend les implications. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines implications. D'ailleurs, je félicite le chef de l'État qui a ce franc-parler là, que parfois moi-même je ne comprends pas. Je me dis, mais sa franchise là, lui, quand ça vient, il sort. Mais il ne dit pas tout. Je pense que si la population était vraiment au fait de ce auquel le chef de l'État est confronté, en termes de problèmes et en termes de recherche de solutions, je crois que les gens seraient un peu moins virulents. Si la population savait réellement ce à quoi nos populations déplacées, tuées et sont confrontées, on ferait moins la fête à Kinshasa. On boirait moins de bière à Kinshasa et de whisky, champagne et consorts. On serait un peu plus solidaire avec nos frères de l'Est. Parce que ceux qui arrivent là, la guerre, vous estimez que la population quinoise n'est pas très solidaire avec... Elle n'est pas... En tout cas, je m'excuse, je suis moi-même quinois. Mais il n'y a aucune solidarité de la part des Quinois. Les Quinois limitent leur vie à Kinshasa, alors que Kinshasa n'est pas la RDC. Et quand le chef de l'État sillonne la République, c'est pour vous faire comprendre aussi que là aussi, hein, c'est la RDC. Il y a le volet enseignement qui doit être restructuré. La gratuité, c'est bien. On a bien commencé, sauf que la gratuité aussi est en train de montrer ses limites. Ses limites par rapport à quoi? Par rapport justement à la mise en application des mesures d'accompagnement de cette gratuité. Là, aujourd'hui, je pense qu'on doit vraiment se refocaliser, non plus seulement sur la gratuité, parce qu'elle est nécessaire, permettre à un grand nombre d'enfants congolais d'aller à l'école, c'est une chose magnifique, parce qu'on dit... si vous voulez construire un pays, construisez votre base éducationnelle. Ouais. C'est une très bonne chose, sauf qu'on se rend compte aussi, et ma préoccupation, je me dis, bon, gratuité c'est bien, mais pour quel programme? Si on va remplir les classes de 40 élèves au lieu de 15, pour sortir 40 cancres, on n'aura pas résolu le problème. La gratuité, oui, l'éducation, oui, les études, oui, mais in fine, pour faire quoi? C'est ça la vraie question. Avec ces papiers. Et ces papiers nous mènent où? Nous amènent où? Je crois qu'il faut qu'il y ait une refonte du programme scolaire en RDC. Vous avez parlé de la sécurité, l'éducation. Sécurité, éducation. La suite. Je parle de... Et là, parlant de l'éducation, je vais aller avec la santé. La santé. Parce qu'il y a des maladies endémiques qui sont en train de reprendre du tonus. Il y a des maladies comme la malaria qu'on n'arrive pas à combattre
Pourquoi? Parce qu'en fait, aussi tout est lié. Un peu oublié, hein. On se focalise plus sur la Covid, le HIV et consorts, mais la malaria tue plus que la Covid. La malaria tue plus que le HIV. Actuellement, il y a je ne sais pas, une souche résistante qui est en train de faire des ravages et on est distrait. Mais le vrai problème, tout ça, tout s'emboîte. Parce que au niveau scolaire, il y a la gratuité. Oui, mais avec les embouteillages, les élèves ne font qu'arriver en retard. Les enfants doivent se lever à 4 heures, quitter la maison à 5 heures, pour arriver quand même à l'école à 7h30 ou 8h. Ils arrivent fatigués. Pour quel rendement? Soins médicaux, même chose. Il y a des gens qui meurent de crise de tension, d'AVC dans les véhicules. Il y a des femmes qui accouchent dans les véhicules. Et tout ça, c'est un problème au niveau de la santé. Au niveau économique. En conclusion, M. Mwananteba, on va conclure. En conclusion, je dirais que s'il y a remaniement, moi j'appelle ce remaniement de tous mes voeux. C'est vrai qu'il ne faut pas seulement changer de chauffeur si le bus est abîmé. Mais là, je crois qu'il y a des ministres qui sont là depuis 6 ans. Il y a aussi l'usure du pouvoir dans l'action ministérielle. Je ne dis pas que tous sont démérités, ceux qui ont fait 6 ans démérités, mais je crois quand même qu'il faut regarder. Le chef de l'État fait confiance à tous ses ministres par rapport à ceux qu'ils étaient avant d'entrer au gouvernement. Mais il y a quand même un problème, j'ai l'impression que les gens peuvent briller ailleurs, mais dès qu'ils arrivent au gouvernement, ils perdent leur cerveau. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ce remaniement est nécessaire. Mais remaniement, oui, mais si c'est pour refaire la même chose, ça ne sert à rien. Donc il faut remanier et donner vraiment une orientation claire et des mesures de contrôle de l'action ministérielle permanente. Votre parti, on va chuter en une phrase, votre parti est allié à l'UNC. Votre position par rapport au changement ou à la révision constitutionnelle? Ben, j'ai dit toujours, hein, le Parti socialiste est allié à l'UNC, mais il n'est pas affilié à l'UNC. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des sujets qui fâchent ou des sujets assez épineux, nous ne sommes pas obligés d'être dans la même lignée que l'UNC. Nous donnons notre point de vue. Et quand il y a un quoi, on se parle en interne et en général, on trouve un terrain d'entente. Mais pour ce qui est du changement de la Constitution, ben, je m'aligne, moi, premier secrétaire national, sur la position du président de l'UNC, qui est mon collègue. Je m'aligne sur sa position lorsqu'il dit qu'on va attendre la mise en place de cette fameuse commission. Et c'est sur base de ce travail-là qu'on pourra juger. On ne va pas tirer sur l'ennemi, croyant que c'est l'ennemi, alors que ça peut juste être notre propre femme qui rentre des champs. Daniel Mwananteba, premier secrétaire national du Parti socialiste allié à l'UNC, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez eu un petit retard à cause des embouteillages. Prochainement, sûrement, vous viendrez à temps. Ce fut ardu, mais je suis parvenu à venir et c'est un plaisir une fois de plus. J'espère que les gens ont bien suivi. Sans polémique, hein, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur et je crois que c'est la position de mon parti aussi. Merci à vous, madame. D'accord, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis à la maison. Ne quittez pas vos sièges. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Nathalie Yoko.